Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Franche. Je vous apprends rien, l'Europe traverse une crise profonde, probablement la plus grande depuis celle provoquée par la chute de l'Empire romain à la fin du 5e siècle. Nous ne savons plus d'où nous venons, ça c'est la crise de la tradition, nous ne savons plus qui nous sommes, ça c'est la crise identitaire. Nos niveaux de vie baissent drastiquement, ça c'est la crise socio-économique, et nos régimes sont plus instables que jamais, ça c'est la crise politique. Et pour beaucoup de gens, la crise que traverse actuellement la civilisation européenne est en grande partie due à la féminisation de ses corps constitués, en particulier dans le domaine public. Comme la vie politique, elle s'est excessivement féminisée, notamment avec la parité obligatoire dans les listes électorales, et les femmes ayant de plus en plus de pouvoir dans les sphères économiques. Je pense notamment à l'augmentation du nombre de cadres dirigeantes, la présence croissante de femmes dans les comités de direction, etc., etc. Mais en fait, la société européenne aurait subi un espèce de ramollissement général qui serait le prélude à sa chute, notamment avec le laxisme envers la déviance, la tolérance à tous les niveaux, le relativisme ambiant, etc., etc. Tous ces phénomènes-là, en fait, ils seraient le reflet de la dévirilisation des sociétés européennes et de l'obsession pour l'égalité homme-femme. Et pour d'autres penseurs, au contraire, je pense notamment à des gens comme Eugénie Bastier, la crise, elle serait le résultat d'une indifférenciation des genres. Donc pour ces gens-là, en fait, la société, elle s'est pas féminisée, mais elle est devenue androgyne, c'est-à-dire que hommes et femmes ne seraient plus en soi porteurs de sens et de valeurs qui seraient liés à leurs rôles sociaux, mais des individus autodéterminés, malléables à l'envie et dont les existences ne seraient, ou plus exactement ne devraient être, mues par aucun facteur d'ordre biologique ou culturel. Et donc l'application de ce paradigme-là, qui est vraiment très teinté par l'existentialisme de Sartre, etc., etc., ça déboucherait sur une espèce de société liquide et sans repère, où tous les êtres seraient privés de leur rôle traditionnel et soumis aux aléas du marché fluctuant de l'opinion. Vous le verrez, je vais m'opposer à ces deux analyses dans l'exposé qui va suivre. Et donc du coup, cette crise identitaire dont on commence à peine à voir les effets, en fait, elle est d'une ampleur difficilement mesurable puisqu'elle touche au plus intime et au plus profond de notre être, à savoir notre dimension sexuée, qui est la pierre angulaire de notre rapport au monde. Parce que de tout temps, et dans toutes les cultures, ça vous pouvez le voir, les hommes ont toujours perçu des rapprochements entre les éléments de la nature et de l'existence d'un côté, et les entités féminines et masculines comme pôle d'énergie complémentaire de l'autre. Typiquement le yin et le yang de la culture chinoise, le yoni et le lingam hindou, etc., etc. C'est des exemples parmi tant d'autres de cette idée-là. Et en fait, ils indiquent de manière explicite la relation singulière qui unit sexuation de l'humanité et perception du monde. En fait, le regard qu'on porte sur notre sexuation et l'importance qu'on lui accorde ont des retombées significatives dans notre manière d'appréhender le monde qui nous entoure et in fine sur la façon dont on envisage notre culture. Et justement, le point de départ de cette réflexion, c'est d'affirmer que la crise de l'identité sexuelle et la crise de l'Europe sont liées. Il s'agit pas seulement de la perte de l'identité sexuelle généralisée des hommes et des femmes, même si c'est évidemment une partie du problème. Il s'agit plus profondément de dire qu'en fait, il y a un désordre métaphysique des principes féminins et masculins qui est à l'origine bien plus ancienne que la simple théorie du genre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là qu'en fait, les principes féminins ont pris le dessus sur les principes masculins dans les domaines du grand extérieur, c'est-à-dire notre positionnement par rapport à ce qui est extérieur à nous, c'est-à-dire les conceptions du politique, c'est-à-dire de l'État, de la nation, de la guerre et du conflit, etc., etc., qui est par essence masculin. Et les principes masculins ont au contraire pris le pas sur les principes féminins dans les domaines qui relèvent du grand intérieur, donc c'est-à-dire ce qu'on absorbe de l'extérieur vers l'intérieur, à savoir les conceptions de la spiritualité, de l'économie, de la vie en société et du rapport à la nature, et qui lui est fondamentalement féminin. Et d'un point de vue chrétien, qui est le mien parce que je suis chrétienne, cette subversion, elle ne peut être que diabolique parce que l'inversion de l'ordre naturel et divin, c'est une méthode typique signée Satan. Donc dans le problème qui est le nôtre, le problème de la société européenne, donc c'est pas tant qu'elle soit féminisée, ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'il suffit de voir comment l'économie est pensée, avec le culte de la performance, de la croissance à tout prix, etc., etc., pour voir que c'est faux. Le problème, c'est pas ça, c'est que les principes féminins ont pris le pas sur les principes masculins dans ce que j'appelle le grand extérieur, et que le grand intérieur se soit masculinisé, ce qui est tout aussi condamnable que la féminisation de ce que j'appelle le grand extérieur. Et comme je viens de le dire, le symbole, du coup, occupe vraiment une place centrale dans l'exposé que je veux vous faire. Parce que la pensée humaine traditionnelle a toujours perçu les êtres, que ce soit les humains au sens large, les hommes, les femmes, mais aussi les animaux, les arbres, les fleurs, les astres, etc., etc., comme des entités qui sont porteuses de sens. Le cosmos dont on fait partie intégrante en tant qu'homme,
recèle de figures qui renvoient à des concepts ou des idées. Et à cause de la crise rationaliste qui date de la fin du Moyen-Âge, l'Européen a perdu le sens symbolique de ce qui l'entoure. Maintenant, tout ce qui nous entoure s'est ramené à sa simple dimension matérielle. Et ça représente vraiment un appauvrissement considérable de notre être au monde et du regard qu'on porte sur l'univers et sur nos vies. Et l'une des premières sphères à en pâtir, c'est bien évidemment la dimension sexuée de l'humanité qui est aujourd'hui privée de son sens symbolique et donc des principes que chacun des sexes représente. Mais alors du coup, c'est quoi le symbole ? C'est quoi un symbole ? Le mot symbole, ça vient du grec symbolon, qui signifie objet en deux, dont les parties réunies à la suite d'une quête permettent au détenteur de se reconnaître, et qui s'oppose étymologiquement d'ailleurs au mot diable, diabolos en grec, qui signifie au contraire diviser. Donc le symbole au sens premier du terme, ça désignait une pratique courante dans la Grèce antique qui permettait à des proches de se reconnaître après une longue période de séparation. Ça pouvait être la réunion d'un objet, comme le suggère l'origine du mot, mais ça pouvait être aussi un signe ou une formule. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on appelle le credo chrétien qui est récité liturgiquement tous les dimanches, symbole de Nicée ou symbole des apôtres, parce que c'est la formule par excellence de reconnaissance entre croyants. Et plus profondément encore, c'est aussi le symbole de ce qui l'unit profondément, c'est-à-dire la foi chrétienne avec Dieu, l'humain, le divin, l'immanence et la transcendance. Parce qu'en fait, on va poser des mots sur les grands mystères de la foi chrétienne. Donc faire de la théologie, c'est faire du symbole au sens propre. Et l'esprit symbolique qui fait concorder deux réalités, ça se retrouve effectivement abondamment dans l'art, activité humaine et spirituelle par excellence, typiquement l'allégorie dans les arts picturaux, la poésie aussi, parce que de par l'union du langage et des idées, la poésie c'est la forme symbolique que va prendre l'écriture, puisque ça permet à la langue d'aller au-delà d'elle-même, aux mots de prendre d'autres significations qui sont plus hautes, plus contemplatives et donc inaccessibles à l'homme qui est absorbé par le tourbillon matérialiste de l'époque. Et justement, le déclin de la poésie dans notre période contemporaine, c'est révélateur de la mentalité européenne du XXIe siècle. Parce que faire de la poésie, ça n'intéresse plus personne, parce que cette forme d'écriture, elle est trop opaque, d'une certaine manière, pour nos esprits qui sont si étroitement rationalistes. Et les poètes, justement, qui étaient autrefois honorés parce que gardiens d'une civilisation et transmettant le feu sacré de la culture, sont aujourd'hui complètement marginalisés, voire oubliés. Citez-moi un poète contemporain, à part pour des passionnés, je pense pas que vous avez quelqu'un qui surgit dans votre tête. Et donc le symbole c'est crucial en fait pour comprendre la mentalité d'une époque, d'une culture, d'une ethnie ou d'un peuple, et c'est caractéristique de la manière dont les hommes perçoivent le monde qui les entoure et leur place dans le cosmos. Si tu veux connaître une nation, regarde ses symboles, c'est aussi simple que ça. Du coup, là on peut se dire mais comment la pensée symbolique a décliné ? Pourquoi en fait on comprend plus cette pensée aujourd'hui ? Alors comme je vous l'ai dit, on a eu une crise de la pensée symbolique qui a engendré un dualisme et un rationalisme très prononcés en Europe. Qui nous vient notamment du nominalisme, c'est-à-dire un courant de la fin du Moyen-Âge qui est une exagération de la scolastique rationaliste. Et en fait, le nominalisme, contrairement au réalisme, va séparer la réalité des choses de leur essence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une humanité, il y a seulement des hommes. On peut plus les rattacher à une essence qui les précède. Et donc, on va entrer dans une pensée dualiste qui est structurante pour la pensée européenne moderne. Et typiquement, la théologie protestante qui sépare Dieu et la création, est complètement là-dedans. C'est-à-dire que la théologie protestante va supprimer les médiations des anges et des saints, va rejeter les lieux d'apparition, et plus encore, elle va nier la présence réelle dans l'Eucharistie, c'est-à-dire la venue de Dieu dans sa création, d'une certaine manière. Et la théologie protestante, elle est caractéristique de ce dualisme, justement. Donc, renouer avec le symbole est hyper important, parce que ça permet, pour le sujet qui nous concerne, de pas enfermer les femmes et les hommes dans des schémas réducteurs et exclure de leur sexe toutes les personnes qui se reconnaissent pas dans les principes qui sont véhiculés par le masculin et le féminin, parce que le sexe est une valeur objective. Et ça, c'est intéressant ici de relever que l'idéologie transsexualiste de gauche et l'idéologie réductionniste et essentialiste de droite se rejoignent ici. C'est-à-dire que, pour eux, une femme plombière qui ne désire pas avoir d'enfants, justement, n'est pas complètement une femme, donc elle doit devenir un homme pour les gens de gauche, et elle doit porter des jupes et devenir infirmière pour les gens de droite. Je caricature, mais en vrai, c'est ça. Alors qu'en fait, non, le sexe, c'est une valeur objective. Et du coup, ça permet de valoriser le féminin et le masculin et leur complémentarité. Donc, il n'y a pas de misogynie ou de misandrie. C'est-à-dire que le problème, encore une fois, c'est pas tant qu'il y ait des femmes qui s'engagent en politique, même si c'est à discuter, mais c'est surtout qu'il y a une féminisation du politique, ce qui est sensiblement différent. Et de même que la cause de la crise écologique, c'est pas l'exaltation des principes masculins, de performance, de productivité, etc., mais leur prépondérance dans ce qui relève du féminin, c'est-à-dire le grand intérieur. En revanche, comme les femmes et les hommes sont naturellement enclins à certains traits de caractère,
c'est nécessaire que le nombre soit limité. Je pense notamment dans l'armée. Typiquement, il n'incombe pas à une femme, sauf cas exceptionnel comme Sainte Jeanne d'Arc, de s'engager dans une armée. D'ailleurs, on fait pas de la même manière la guerre quand les femmes font partie de l'armée que quand elles n'en font pas partie. Typiquement, je pense aux attaques sur les civils. Quand l'armée était 100% masculine, on était beaucoup moins prompt à attaquer les civils parce que les femmes et les enfants s'y trouvaient. Quand les femmes, depuis que les femmes font partie de l'armée ou peuvent faire partie de l'armée, on a plus tendance, on a moins de scrupules à attaquer les populations civiles parce que elles ne sont plus vues comme le précaré des femmes et des enfants à protéger. Voilà. Du coup, là, on se dit, ok, c'est très bien, mais du coup, c'est quoi les symboles qui sont rattachés à la féminité et à la masculinité? Typiquement, les hommes ont depuis la nuit des temps attribué des symboles ou des principes au sexe masculin comme féminin. La différence sexuelle existe et donc elle est porteuse d'un sens symbolique, les fameuses féminité et virilité. Les rapprochements traditionnels qui sont faits, c'est que déjà, dans un premier temps, la masculinité, elle est rattachée au soleil, au jour, à l'action, à l'extérieur, au sud. Et la féminité, elle va être liée au contraire à la lune, à la nuit, à la réceptivité, à l'intérieur et au nord. Petite parenthèse, pourquoi le Nord et la féminité sont liés. Dans la pensée traditionnelle, la tradition, elle vient du Nord, elle vient de l'hyperborée, comme on dit. Donc les principes féminins de lien, de solidarité, fondent la tradition. C'est ça qui fonde la tradition, c'est les principes féminins qui vont fonder la tradition. Donc c'est pour ça que le féminin et le Nord sont liés. Qu'est-ce que c'est maintenant le grand intérieur et le grand extérieur, et pourquoi ils doivent être féminins et masculins respectivement? Alors le grand intérieur, c'est quoi? Ça désigne premièrement l'économie. Dans la pensée traditionnelle, l'économie, c'est pas du politique. Ça relève pas du politique et ça la dirige encore moins comme c'est le cas aujourd'hui. C'est au contraire le fruit du travail des familles. Donc l'économie en grec vient du mot oikos, oikos c'est oikos en grec qui signifie foyer. Donc c'est le fruit du foyer, l'économie. Et le grand intérieur va aussi englober la nature et la religion. Une religion doit être féminine. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, et pas masculine, surtout pas. Toutes les grandes religions, que ce soit le christianisme, les paganismes, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, sont féminines. Le protestantisme, c'est une anomalie. Le protestantisme, c'est une religion masculine, et c'est ça qui va pas. C'est une religion qui va séparer Dieu et la création, qui va séparer les humains des médiations que sont les anges et les saints, etc., etc. Donc quand je dis féminine, attention, je parle au niveau spirituel, c'est-à-dire en tant que mobilisation de principes que sont l'intériorité, la réceptivité, les liens. On peut avoir une religion féminine et être très virile. Je pense aux croisés notamment. Pareil pour la théologie médiévale est extrêmement féminine, la pensée des pères de l'Église est extrêmement féminine et c'est une bonne chose, bien au contraire. Et au contraire de ça, vous allez avoir le grand extérieur donc qui doit être masculin et qui lui se fonde sur le politique. Donc le grand extérieur, c'est tout ce qui est politique en fait. Donc toutes les conceptions de l'État, du conflit et de la nation doivent être masculines. Et qu'est-ce que la féminité ? La féminité, c'est une pensée qui est synthétique et holiste. La féminité, elle va unir, elle va chercher des liens entre plusieurs réalités ou plusieurs êtres. Elle va appréhender une chose ou un être dans sa globalité. L'analogie et le symbole, typiquement, c'est des pensées féminines. L'activité artistique et la vie spirituelle sont réglées aussi sur des principes féminins. Quand vous allez à la messe, quand vous priez, quand vous écrivez un poème ou que vous dessinez, quand les païens faisaient des sacrifices aux dieux, vous mobilisez la partie féminine de votre être. La masculinité, au contraire, c'est une pensée qui est beaucoup plus analytique et distinctive. La masculinité, elle va diviser, décomposer, analyser, chercher à comprendre les différences plus que les ressemblances et les analogies, et elle va davantage mobiliser la raison. Donc quand vous vous défendez, quand vous répondez à une attaque physique ou verbale, quand vous déclenchez votre instinct de survie dans une situation dangereuse, quand vous percevez les différences entre plusieurs personnes, plusieurs peuples, etc., etc., vous mobilisez le masculin de votre être. Séparer, différencier, analyser, diviser, ce sont des gestes masculins, fondamentalement masculins. Typiquement, c'est traditionnellement l'homme qui va couper le cordon ombilical de son enfant pour le séparer de sa mère. C'est donc l'homme qui va introduire l'altérité. Il fait de son enfant une personne à part entière, plus que le prolongement de sa mère. Si vous voulez, un petit peu caricaturer, le cerveau droit c'est féminin et le cerveau gauche c'est masculin, si vous voulez. Donc on a besoin des deux en fait, il s'agit pas de dire que l'un est meilleur que l'autre, chacun a sa place. Encore une fois, les hommes sont naturellement plus enclins à porter et incarner des principes masculins, et les femmes sont naturellement plus enclines à porter et incarner des principes féminins. Mais ça veut pas dire qu'une femme ne doit pas adopter un point de vue découlant de principes masculins, et qu'un homme ne doit pas adopter un point de vue découlant de principes féminins. Tout dépend du contexte.
Il y a des contextes et des domaines de vie où les principes féminins doivent prévaloir, et d'autres où ce sont au contraire les principes masculins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les principes sont renversés. C'est pour ça, typiquement, que les gens de gauche qui disent que la société est trop masculine, la fameuse masculinité toxique, comme les gens de droite qui disent que la société est trop féminine, se trompent. Si, en fait, on a besoin que des pans de nos vies soient orientés sur des principes féminins et d'autres sur des principes masculins. Sinon, la société ne fonctionne pas et ça donne la culture dysfonctionnelle d'aujourd'hui. Donc, le problème, c'est que depuis la Révolution, les principes se sont progressivement renversés. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est les principes masculins qui priment sur le grand intérieur et au contraire, les principes féminins qui vont primer sur le grand extérieur, alors que ça devrait être l'inverse. Donc du coup, il faut reféminiser le grand intérieur et reviriliser le grand extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire reféminiser le grand intérieur ? Comme je vous l'ai dit, le grand intérieur, c'est ce qui va concerner la tradition et le lien social, le sacré et l'économie. Pour commencer avec le lien social, on doit réintroduire du lien social dans des sociétés qui sont excessivement individualistes, c'est-à-dire qui sont masculinisées dans leurs principes. Le lien social, il se fait à la fois horizontalement, avec les vivants, mais aussi verticalement, avec les ancêtres. C'est pour ça que j'ajoute la tradition au lien social. Parce qu'en fait, les deux vont fondamentalement ensemble. La transmission, qui est un autre principe féminin d'ailleurs, de la tradition qu'on reçoit au niveau des ancêtres, va permettre justement de faire le lien entre la communauté des vivants. Sans tradition, vous n'avez pas de communauté. Ça va ensemble. Et c'est vice-versa, c'est aussi la communauté qui va transmettre la tradition. Et au contraire, mettre trop l'accent sur les principes masculins de différenciation et d'individuation, c'est totalement toxique pour la vie en société, parce qu'une société doit être régie par des principes féminins. C'est ce qui va donner corps justement à la tradition et au lien social. C'est pour ça que ce sont les femmes qui transmettent en priorité l'histoire familiale et la religion, par exemple, parce que ce sont elles les reines du foyer, les reines de l'intérieur. Et justement, valoriser excessivement les principes masculins pour la vie en société, ça aboutit à l'individualisme qui est caractéristique de nos sociétés européennes modernes. Et tout au contraire, la société féodale du Moyen-Âge est un parfait exemple de vie sociale basée sur des principes féminins. Le modèle de société organique porté par un certain groupe de personnes au début du siècle dernier aussi. En dehors de ça, vous avez aussi le sacré. Le rapport au sacré, il doit être féminin. Un homme religieux mobilise le féminin de son être. Et toute vraie religion est féminine, toute authentique religion est féminine. La doctrine chrétienne, elle le dit d'ailleurs très bien avec la magnifique formule de l'Église en tant qu'épouse du Christ. Et justement, notre société qui est trop portée sur le rationalisme et l'isolationnisme qui découle de principes masculins, empêche l'homme de s'élever à Dieu. Et en fait, tout au contraire, il est essentiel de réintroduire justement les qualités féminines de lien, de réceptivité dans notre rapport au sacré qui s'est masculinisé, donc excessivement rationalisé. Et justement, la laïcité, c'est un exemple typique de masculinisation du rapport au sacré, parce que c'est le fruit d'une séparation, d'une division, qui sont des gestes masculins. On sépare la politique de la religion quand les principes féminins vont les faire dialoguer. Donc c'est ça qui est dysfonctionnel aussi. Et autre domaine aussi qui doit être reféminisé, c'est le rapport à l'économie. Comme je vous l'ai dit, l'économie, ça relève du grand intérieur puisque c'est le gouvernement des choses. L'économie, c'est d'abord affaire de la production d'une famille. Et la pensée féminine, justement, qui est rythmée par les menstruations, d'où l'analogie d'ailleurs de la femme avec la lune, est en cycle. Elle est cyclique et elle est non linéaire, comme peut l'être justement la pensée masculine, parce que l'homme va procréer, peut procréer à n'importe quel moment de sa vie dès sa puberté. Donc on est toujours dans le possible. Pour l'homme. Tout est toujours possible pour l'homme, pas pour la femme. Donc ça va induire un rapport aussi à l'économie, à la croissance, etc. qui va être différent. La femme va comprendre qu'il y a des moments où elle va être moins productive, où l'économie doit cesser. Typiquement, elle va laisser les terres en friche, etc. Aujourd'hui, non. Tout doit être en branle pour l'économie, etc., etc. Et ça, c'est typiquement un raisonnement masculin qui doit être écarté pour la préservation de notre économie, mais aussi de notre environnement. Parce que typiquement les valeurs de performance, de croissance, encore une fois, qui découlent de principes masculins, les principes masculins d'analyse typiquement sont néfastes pour l'économie mais aussi pour l'environnement. Aujourd'hui, on baigne dans une société qui est complètement dualiste, une pensée dualiste qui divise et qui décompose. Je vous renvoie à l'émission sur l'écologie si vous voulez approfondir ce thème. On sépare l'homme et son environnement, la nature et la culture, Dieu et la création, etc., etc. Et la pensée dualiste, justement, qui est calée sur les principes masculins d'analyse et de différenciation,
à désenchanter le monde d'une certaine manière, qui est déserté par le divin et la conscience du sacré, contrairement à la vision des anciens, qui était basée sur des principes féminins, donc les principes de synthèse, de communion, etc. Et l'homme, justement, là aujourd'hui, il fait plus partie du cosmos, comme le pensaient les antiques ou les pères de l'Église. Il est au contraire au-dessus de lui, et toute la nature n'est plus qu'un stock de ressources à exploiter au profit de la performance économique de nos sociétés qui sont matérialistes et obsédées par la sacro-sainte croissance. Et justement, pour contrer ça, on doit reféminiser notre rapport à l'économie et l'environnement, c'est-à-dire voir Dieu dans sa création et s'envisager comme enraciné dans le cosmos, à l'image de saint François d'Assise qui parlait de frère soleil et de sœur lune. On doit aussi réorganiser notre production économique sur le modèle des corporations. On doit être centré sur les corporations qui, là encore, font le lien entre l'apprentissage et la formation des jeunes et le code de déontologie d'une profession, ce qui va transformer le travail non pas en activité annexe de la vie personnelle, mais comme faisant partie intégrante de la vie d'une personne. Faut arrêter de parler de vie de pro et de vie perso, typiquement. Il y a qu'une seule vie, et le travail doit être envisagé comme faisant partie intégrante d'un mode de vie au service de la communauté. Et tout au contraire du grand intérieur, qui désigne tous les pans de nos vies qui font partie de nos vies intérieures au sens propre comme figuré, c'est-à-dire notre vie spirituelle, la transmission de nos traditions et la production économique à l'intérieur du foyer. D'autres pans de nos vies qui font partie du grand extérieur doivent être urgemment revirilisés, c'est-à-dire refondés sur des principes masculins, les principes masculins de différenciation et d'altérité. Et là, c'est les principes féminins qui aujourd'hui sont prééminents, mais qui devraient laisser la place aux principes masculins, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui. Déjà, il faut reviriliser notre rapport au conflit, c'est-à-dire au politique, parce que là je vous renvoie à Carl Schmitt, ce qui fonde le politique, c'est le conflit, c'est-à-dire la possible différence et le possible conflit qui va émerger de cette différence. Donc le politique dirige le grand extérieur par excellence, parce que pour rappel, encore une fois, dans la pensée traditionnelle, l'économie ne fait pas partie du politique, et celle-ci doit être dirigée par des principes féminins. Et pour Schmitt, justement, ce qui fonde le politique, c'est justement l'altérité, donc un principe masculin. D'où peuvent naître les conflits. Si vous n'avez pas de différence, vous n'avez pas de conflit. Les conflits émergent toujours de divergences, de différences. Et aujourd'hui, on a une peur du conflit qui est énorme. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On gomme les différences, on gomme l'altérité, car sans différence, encore une fois, il n'y a pas de conflit. Et notre société, qui est excessivement féminisée dans son rapport aux politiques, craint le conflit et les guerres. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Notre société, elle éprouve une haine énorme envers la différence, contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'ailleurs, notre obsession pour l'égalité le prouve. La peur du conflit, justement, c'est la conséquence de la féminisation excessive du rapport aux politiques. Le pacifisme, typiquement, c'est pathologique de cette peur féminine du conflit. La femme, elle lie au lieu de séparer, comme on vient de le voir. Donc, la femme craint, la femme et les principes féminins craignent le conflit et la guerre. Sauf qu'il y a des domaines où justement les principes féminins de synthèse et de communion sont absolument toxiques, comme dans le rapport aux politiques. Justement, le rejet des différences entre ethnie et culture, qui sont pourtant à préserver, parce que c'est des choses bonnes, les différences entre ethnie et culture, la validation morale de l'immigration de peuplement qui va avec le discours de citoyens du monde, tous humains, aucun être humain n'est illégal, etc., etc., ça découle de cette féminisation néfaste du rapport aux politiques et au conflit qui est calé justement sur les principes de fusion, de lien et de synthèse. Ça, c'est des principes féminins qui vont être absolument désastreux pour le rapport aux politiques. Le rapport aux politiques et au grand extérieur, il doit aussi être revirilisé dans tout ce qui va concerner l'État. Aujourd'hui, on a un grand paradoxe, qui découle justement de cette inversion des principes féminins sur les principes masculins, c'est qu'on a un État Big Mother qui s'ingère là où l'État ne devrait pas s'ingérer. Typiquement dans l'éducation des enfants, dans les vaccins, dans est-ce qu'on a le droit d'avoir un potager privé, ça va jusque-là quand même. Et à l'inverse, on a un État qui délaisse complètement ses prérogatives traditionnelles, c'est-à-dire la justice, la police et l'armée. Donc justement, quand la conception de l'État est bâtie autour de principes féminins, l'État se féminise et devient notre mère. Et il abandonne du coup, et de ce fait, ses vraies missions. Ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire protéger et défendre les citoyens que nous sommes. Donc là aussi, il est très urgent de reviriliser notre rapport à l'État. Et enfin, ça rejoint aussi notre conception de la nation, qui doit aussi être revirilisée. Typiquement, l'immigration de peuplement qu'on subit depuis plus de 50 ans, c'est le fruit d'une conception pacifiste matinée de « on est tous pareils » qui est très féminin. Là aussi. Donc le discours justement qui consiste en dire que les hommes sont tous pareils, que toutes les civilisations se valent et sont appelées à se mélanger, etc., etc., et à se métisser, sont féminins.
et n'ont donc pas leur place dans un pan de notre vie qui se doit d'être au contraire axé sur les principes masculins, donc ceux de différenciation et de distinction. Donc on doit être viril dans notre manière de concevoir la nation. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire tout simplement défendre les populations autochtones, quelles qu'elles soient. On doit être séparatiste, donc masculin, pour préserver l'intégrité nationale. Et justement ici, la propension féminine à synthétiser et à rassembler, à fusionner, dégénère ici en cosmopolitisme. Typiquement, le métissage est féminin. Si on doit schématiser, le métissage est féminin puisqu'il procède de l'esprit de synthèse. Et au contraire, la diversité est masculine, parce qu'elle procède de la pensée analytique, donc qui décompose. Voilà. Donc, en conclusion, il ne s'agit pas de dire que le problème, c'est la masculinité toxique, comme vont le dire les cheveux bleus, ou la féminisation de nos sociétés, comme vont le dire des gens comme Éric Zemmour. Il s'agit de dire plus profondément qu'il y a une inversion satanique de ces principes et un grand désordre qui s'en est suivi. Donc, sachons nous émerveiller du génie masculin comme du génie féminin et replacer les principes dont ils sont les gardiens dans chacun des pans de nos vies pour réenchanter notre monde et sauvegarder notre culture. Émerveillez-vous de la beauté de l'autre, de la beauté de l'altérité, du féminin comme du masculin et sachez vivre vos différences. Prenez soin de vous et à très bientôt.